essayer de revoir ensemble les diapositives qui sont susceptibles de tomber à l'examen. Mais, avant de commencer, je vous souhaite à tous un bon Aïd, une bonne santé et la réussite. Bon, ici vous avez sur cette diapositive une coupe histologique au niveau de la cornée. Donc, au niveau de la cornée, on a étudié les deux épithéliums qui sont de part et d'autre. Dans la partie postérieure, on a vu qu'il y a un épithélium formé par une seule couche de cellules aplaties et on a appelé cet épithélium pavimenteux simple. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a un épithélium stratifié, il y a plusieurs couches de cellules. La couche la plus superficielle, elle est formée par des cellules aplaties. C'est donc un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. Entre les deux épithéliums, on a vu aussi qu'il y a un stroma cornéen qui est formé par un tissu conjonctif, lequel tissu conjonctif est riche en fibres de collagène, et ces fibres de collagène ont une orientation bien précise. Donc, ce tissu conjonctif, c'est un tissu conjonctif dense, orienté, il est bitendu. Pourquoi bitendu? Parce que si vous regardez bien les noyaux de fibroblastes, vous allez voir qu'il y a des noyaux en coupe transversale et d'autres en coupe longitudinale. Donc, c'est un tissu conjonctif dense, orienté, bitendu, et aussi, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas vascularisé. Voilà ce qu'il faut dire concernant cette diapositive. Deux épithéliums, il faut décrire les deux épithéliums. On bat le tissu conjonctif entre les deux épithéliums. Il faut donner le nom du tissu conjonctif et expliquer pourquoi. C'est clair? Ici, c'est un détail de la même diapositive. Dans la partie postérieure, il y a l'épithélium pavimenteux simple. Et sous l'épithélium, on a le tissu conjonctif dense, orienté, bitendu. C'est la même chose. D'accord? Épithélium postérieur, pavimenteux simple, un tissu conjonctif dense, orienté, bitendu, non vascularisé. Là, je suis comme l'oubli de في صح Ici, c'est une coupe histologique au niveau d'un vaisseau sanguin. C'est une veine en coupe oblique. Et cette veine, elle présente une lumière qui est tapissée par un épithélium. Et là, vous voyez que l'épithélium, il est pavimenteux simple, une seule couche de cellules aplaties. Et dans le cas des vaisseaux sanguins, on appelle l'épithélium pavimenteux simple endothélium. Donc, c'est l'endothélium qui tapisse la lumière de cette venule. Ouais, suivante. C'est la même chose. C'est un vaisseau sanguin qui présente une lumière qui est tapissée par un endothélium. Et l'endothélium, il est formé par un épithélium pavimenteux simple. L'épithélium qui tapisse ces tubes, vous voyez qu'il est formé par une seule couche de cellules cubiques. C'est pour cela qu'on l'appelle épithélium cubique simple. C'est toujours la même chose. C'est un tube qui est tapissé par un épithélium
L'épithélium présente une seule couche de cellules cubiques, c'est donc un épithélium cubique simple. C'est la même chose, voilà la lame basale. Donc l'épithélium, il est formé par une seule couche de cellules épithéliales. Toutes les cellules sont cubiques. Toutes les cellules reposent sur la lame basale. C'est donc un épithélium cubique simple. Par contre, voilà. Ici, c'est l'épithélium gastrique. L'épithélium gastrique, c'est un épithélium cylindrique ou bien prismatique simple. Voilà la lame basale, elle est là. Donc, l'épithélium, il est formé par une seule couche de cellules. Toutes les cellules sont cylindriques. Toutes les cellules présentent un pôle apical muqueux. On dit qu'il est fermé. Et ces cellules, on les appelle les cellules mucipales. Donc, l'épithélium gastrique, c'est un épithélium prismatique simple à cellules mucipales à pôle muqueux fermé. En plus, il y a des cellules basales de remplacement. Voilà le nom exact de l'épithélium gastrique. Suivant. L'épithélium intestinal, c'est aussi un épithélium cylindrique ou prismatique simple. Voilà la lame basale, elle est là. Mais cet épithélium présente trois types de cellules. Tout d'abord, les cellules les plus nombreuses, ce sont les entérocytes aplataux-striés. Ensuite, il y a les cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert. Et enfin, il y a les cellules basales de remplacement. Donc, l'épithélium intestinal, c'est un épithélium prismatique simple à entérocytes aplataux-striés, à cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert et à cellules basales de remplacement. C'est la même chose. Voilà la lame basale, elle est là. Les entérocytes aplataux-striés, les cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert et la cellule basale de remplacement. C'est toujours l'épithélium intestinal. Ici, on a un épithélium qui présente une seule couche de cellules. Toutes les cellules sont cylindriques. C'est donc un épithélium prismatique simple. Ici, on a une différenciation apicale sous forme de stéréocytes et aussi on a des cellules basales de remplacement. Donc, le nom exact de l'épithélium, c'est un épithélium prismatique simple stéréocilié et à cellules basales de remplacement. Vous n'êtes pas obligé de donner le nom de l'organe. Hein. Ici, il s'agit de l'épididyme, mais vous n'êtes pas censé de connaître l'organe. Là aussi, c'est un épithélium prismatique simple stéréocilié et à cellules basales de remplacement. Il y a une seule couche de cellules cylindriques stéréociliées et des cellules basales de remplacement. Maintenant, on va passer aux épithéliums stratifiés. Vous voyez qu'il y a plusieurs couches de cellules. La lame basale, elle est là. Il y a une première assise de cellules cubiques qui repose sur la lame basale. Et on appelle cette couche la couche germinative ou bien la couche basale. Ensuite, il y a plusieurs assises de cellules polyédriques. Et enfin, les cellules périphériques sont pavimenteuses. Donc, vous voyez que les cellules vont s'aplatir au fur et à mesure qu'on remonte vers la surface. Donc, le nom exact de cet épithélium, c'est un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé, avec la couche germinative, la couche spinocellulaire et la couche des cellules pavimenteuses. Ici, c'est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. C'est l'épiderme. Vous voyez que la lame basale, elle est irrégulière, qui va délimiter ces soulèvements qu'on appelle les papilles dermiques. Et on a vu aussi que les papilles dermiques contiennent un tissu conjonctif lâche, contrairement au derme proprement dit, qui est un tissu conjonctif dense, non orienté. L'épithélium pavimenteux stratifié kératinisé comprend 6 couches. Il faut citer les 6 couches. La couche basale ou bien la couche germinative, la couche spinocellulaire, la couche granuleuse, la dernière couche vivante, la couche brillante, la couche cornée qui va desquamer pour donner la couche desquamante. إذا فما diapositive تحبوني نعاودها ولا حاجة قولوا لي. Ici, c'est une coupe histologique au niveau de la glande sudoripare. On a vu que la glande sudoripare est une glande tubuleuse contournée. C'est une glande simple. Ce n'est pas une glande composée, une glande simple qui est tubuleuse contournée. Elle comprend une partie sécrétrice
et une partie excrétrice. La partie sécrétrice, qui est soit en coupe allongée ou bien en coupe arrondie, elle est tapissée par un épithélium prismatique simple. Et il y a aussi la présence des cellules myopithéliales, les cellules musculaires qui vont se contracter pour permettre l'évacuation du produit de sécrétion. Donc voilà la partie sécrétrice. Épithélium prismatique simple, présence des cellules myopithéliales. Et le canal excréteur, vous voyez qu'il est tapissé par deux couches de cellules cubiques. C'est donc un épithélium cubique bistratifié et il contient aussi des cellules myopithéliales. C'est la glande sudoripare, tubuleuse contournée, et il s'agit d'une glande simple. Suivant. Un autre épithélium, la lame basale, elle est là. Il y a plusieurs couches de cellules, c'est donc un épithélium stratifié. La couche de cellules périphériques, elle est prismatique, c'est donc un épithélium prismatique stratifié. La lame basale, elle est là. Ici, c'est un épithélium au niveau, c'est un épithélium respiratoire. On dit qu'il est pseudostratifié. Il est pseudostratifié. Pourquoi? Parce qu'il y a trois types de cellules qui reposent toutes sur la lame basale, mais les noyaux des cellules occupent des niveaux différents. Il y a plusieurs couches de cellules. Les trois types de cellules sont tout d'abord les cellules ciliées. Il y a les cellules ciliées, il y a les cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert, et enfin, il y a les cellules basales de remplacement. Donc, trois types de cellules. Toutes les cellules reposent sur la lame basale. Les noyaux des cellules occupent deux niveaux différents. La lame basale, et bien sûr, sous la lame basale, on a un chorion qui est formé par un tissu conjonctif vascularisé. C'est la même chose, un épithélium respiratoire, épithélium pseudostratifié de type respiratoire avec des cellules ciliées, des cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert, qui ne sont pas bien visibles ici, et les cellules basales de remplacement. Voilà les cellules caliciformes. Les cellules ciliées et les cellules basales de remplacement. Suivant. Bien sûr, sous la lame basale, il y a toujours le chorion. Ici, c'est un épithélium pseudostratifié, mais il est de type urinaire. Il y a trois types de cellules aussi. Toutes les cellules reposent sur la lame basale, mais les noyaux des cellules occupent des niveaux différents. Les trois types de cellules sont les cellules basales de remplacement, les cellules qui n'arrivent pas jusqu'à la surface, ce sont les cellules en raquette, ou bien les cellules intermédiaires, et enfin les cellules qui arrivent jusqu'à la lumière, ce sont les cellules endormes, et là vous voyez que les cellules endormes peuvent avoir un ou deux noyaux. Donc c'est un épithélium pseudostratifié de type urinaire, avec des cellules endormes, des cellules en raquette et des cellules basales de remplacement. Les cellules reposent sur la lame basale, et sous la lame basale, on a le chorion. Ici, c'est une coupe histologique au niveau de la surface gastrique. On a dit que la surface gastrique, elle est irrégulière, elle présente des invaginations qu'on appelle les cryptes. Voilà les cryptes gastriques. La surface gastrique et les cryptes gastriques sont tapissées par un même épithélium, c'est-à-dire épithélium prismatique, simple, à cellules buccipares, à pôle muqueux fermé et à cellules basales de remplacement. Ici, on est toujours au niveau de la muqueuse gastrique, dans la partie phendique. Et au niveau de la muqueuse phendique, on a vu qu'il y a des glandes qui sont tubuleuses droites. En plus, ces glandes sont ramifiées. Et l'épithélium glandulaire contient deux types de cellules. Les cellules ici roses, plus ou moins arrondies, on les appelle les cellules bordantes, qui sécrètent l'acide chlorhydrique. Et les autres cellules, ce sont les cellules principales qui sécrètent le pepsinogène. Donc, c'est les glandes phendiques, tubuleuses droites ramifiées, avec les cellules bordantes et les cellules principales. Donc ici, ce sont une partie des villosités duodénales. La surface intestinale duodénale, elle est irrégulière, elle présente des soulèvements qu'on appelle les villosités.
Et ces villosités sont tapissées par l'épithélium intestinal, c'est-à-dire épithélium prismatique simple, avec les entérocytes aplatostiliés, les cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert et les cellules basales de remplacement. Suivant. Entre les villosités, on a vu qu'il y a des glandes tubuleuses droites. Ce sont les glandes de l'ubercule qui se trouvent dans la muqueuse et ce sont des glandes simples. L'épithélium qui tapisse les glandes de l'ubercule est le même. Prismatique simple avec les trois types de cellules, les entérocytes aplatostiliés, les cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert et les cellules basales de remplacement. Mais au fond de ces glandes, il y a un autre type de glandes, de cellules, qui sont caractérisées par un pôle apical très chargé en grains de sécrétion qu'on appelle les grains désimogènes. Et ces cellules, on les appelle les cellules de Palette. Donc, c'est les glandes de l'ubercule, tubuleuses droites, et ce sont des glandes simples. Tout à l'heure, on a vu l'épiderme au niveau de la peau épaisse. Ici, c'est l'épiderme au niveau de la peau fine. La peau fine présente un épiderme sous forme d'un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. Il est plus fin, il ne contient pas de couche brillante, contrairement à l'épiderme de la peau épaisse. Il n'y a pas de couche brillante. Il y a les 5 couches, sauf la couche brillante. Et au niveau de la peau épaisse, de la peau fine, au niveau des follicules pileux, on a une autre glande, c'est la glande sébacée. C'est aussi une glande simple. C'est une glande alvéolaire. Alvéolaire en gras, et la lumière de l'alvéole est remplie par les cellules avec le produit de sécrétion, puisque le mode de sécrétion de cette glande est un mode holocrine. Toute la cellule part avec le produit de sécrétion. C'est la glande sébacée. Ici, c'est une coupe histologique au niveau du duodénum. Au niveau du duodénum, on a des villosités tapissées par l'épithélium intestinal qu'on a vu tout à l'heure. Entre les villosités, il y a les glandes tubuleuses droites simples qui sont les glandes de l'ubercule. Et là, on a la musculaire muqueuse qui va séparer la muqueuse de la sous-muqueuse. Et la sous-muqueuse, elle est caractérisée par la présence d'une glande composée, ici, ce n'est pas une glande simple, qui est la glande de Brunner. Et cette glande, c'est une glande tubulo-alvéolaire de nature muqueuse. Et sous la sous-muqueuse qui contient ces glandes de Brunner, on a la musculeuse avec ses deux couches. Voilà, c'est toujours la même chose. Le duodénum avec les villosités duodénales, avec les glandes de l'ubercule tubuleuse droite, simple, et la glande tubulo-alvéolaire composée, muqueuse, au niveau de la sous-muqueuse. Voilà les villosités, et là, ce sont les glandes de l'ubercule, ici les glandes de l'ubercule dans la muqueuse, et là, les glandes de Brunner. Voilà, le mucus, il est coloré en rouge, ce sont des glandes muqueuses, composées, et ce sont des glandes tubulo-alvéolaires. Maintenant, on va passer à une autre glande composée. C'est une glande salivaire qui est la parotide. La parotide est une glande lobulée. Voilà les travées conjonctives qui délimitent les lobules. Cette glande, dans chaque lobule, on a les deux parties les deux portions de la glande, la portion sécrétrice et la portion excrétrice. Et cette glande, elle est riche en cellules adipeuses. À ce grossissement-là, on ne peut pas voir le détail des deux portions. Donc, ici, on sait qu'il s'agit de la parotide grâce à sa richesse en cellules adipeuses. Voilà, ici, on peut mieux voir le détail au niveau d'un lobule de cette glande parotide. La glande parotide est une glande lobulée, voilà les travées conjonctives. Et dans le lobule, tout d'abord, on a dit qu'il y a des cellules adipeuses en grande quantité, et la partie sécrétrice de cette glande, elle est sous forme d'acini séreux. C'est pour cela qu'on appelle cette glande acineuse et séreuse pure. La glande parotide, qui est riche en cellules adipeuses, est une glande acineuse et séreuse pure. Et l'arbre excréteur, sur cette coupe, on voit deux parties de l'arbre excréteur. On ne voit pas le canal qui part directement de la sinus, qu'on appelle le canal intercalaire. On voit le canal qui vient après, c'est le canal intralobulaire ou bien le canal strié,
qui est tapissé par un épithélium prismatique simple, et le canal interlobulaire, qui se trouve dans les travées conjonctives interlobulaires, qui va commencer par être pseudo-stratifié, et après il sera stratifié. Donc voilà le détail de cette glande parotide. C'est toujours la glande parotide avec la partie sécrétrice sous forme d'acinis séreux. C'est pour cela qu'on dit que cette glande elle est acineuse et séreuse pure. Cette glande elle est riche en cellules adipeuses. Et là on voit le canal intercalaire qu'on n'a pas vu tout à l'heure qui part directement de la sinus. Et là vous voyez qu'il est tapissé par un épithélium qui va commencer par être pavimenteux simple, on va dire les cubiques simples à ce niveau-là. C'est le canal intercalaire. Suivant. Une autre glande salivaire qui est la sous-maxillaire. La sous-maxillaire, c'est aussi une glande lobulée et encapsulée. Et dans chaque lobule, la partie sécrétrice de cette glande, elle est formée par deux parties. Il y a les acinis séreux et les tubules muqueux. C'est pour cela qu'on dit que cette glande, elle est mixte. La glande sous-maxillaire est une glande mixte. C'est une glande tubulo-acineuse. Elle est mixte, c'est-à-dire elle est séro-muqueuse, mais la prédominance concerne la partie séreuse. Et les tubules muqueux sont coiffés par les croissants séreux des jalousies. Donc, la glande sous-maxillaire, c'est une glande encapsulée, lobulée, c'est une glande tubulo-acineuse, mixte, séro-muqueuse, à prédominance séreuse. L'arbre excréteur, il est le même que celui de la parotide, c'est-à-dire, on a un canal intercalaire, on a un canal intralobulaire qu'on appelle le canal strié, tapissé par un épithélium prismatique simple, on va dire le canal interlobulaire stratifié. C'est la glande sous-maxillaire. Suivant. Donc c'est toujours la glande sous-maxillaire qui est une glande tubulo-acineuse. Elle est mixte, séro-muqueuse, à prédominance séreuse. On voit le canal intercalaire, le premier canal, pavimenteux simple, ou le cubique simple. On bat le canal strié, intralobulaire, épithélium prismatique simple. C'est la glande sous-maxillaire. Hein? Voilà un détail du croissant séreux du Januzzi qui te coiffe les tubules muqueux. Il ne faut pas oublier les caractéristiques d'un acinus séreux et d'un tubule muqueux. L'acinus séreux, c'est une formation plus ou moins arrondie. Les cellules sont pyramidales. Les noyaux, il est arrondi et refoulé vers la base. Les limites cellulaires sont peu visibles. Le cytoplasme, il est granuleux. Et la lumière, elle est très, très réduite. Voilà les caractéristiques d'un acinus séreux. Les caractéristiques d'un tubule muqueux, c'est un épithélium prismatique simple. Les noyaux plus ou moins aplatis et refoulés vers la base. Les limites cellulaires sont bien visibles. La lumière, elle est plus grande. Et le cytoplasme, il est clair, il est muqueux. Voilà la différence entre un acinus séreux et un tubule muqueux. Donc ici, c'est toujours la glande sous-maxillaire qui est tubulo-acineuse, mixte, séro-muqueuse, à prédominance séreuse. Il ne faut pas oublier que dans toutes les glandes salivaires, les acinis séreux contiennent les cellules myoépithéliales qui se trouvent entre les cellules de l'acinus et la membrane basale, dans les trois glandes salivaires qu'on a étudiées, la parotide, la sous-maxillaire et la sublinguale. Il y a toujours des cellules myoépithéliales. La glande sublinguale est une glande aussi lobulée, c'est une glande encapsulée. Lobulée, c'est une glande mixte, séromuqueuse, mais elle est à prédominance muqueuse. Il y a les acinis séreux qui ne sont pas très nombreux. Il y a beaucoup de tubules muqueux qui sont coiffés par les croissants séreux de Januzzi. C'est la glande sublinguale. Suivante. Une autre glande acineuse et séreuse pure, c'est le pancréas. Le pancréas exocrine est une glande acineuse et séreuse pure, comme la parotide. Mais le pancréas, il est à la fois endocrine et exocrine. On dit qu'il est amphicrine. Donc, on va s'intéresser uniquement à la partie exocrine, qui est acineuse et séreuse pure.
Donc, à ce grossissement-là, on voit que la glande, que le pancréas est une glande lobulée. Il y a les travées conjonctives qui délimitent les lobules. Et dans chaque lobule, on a les acinis séreux de la partie exocrine de la glande et on a les formations des cellules, donc des îlots de Langerhans qui forment la partie endocrine de cette glande. Suivant. Voilà cette glande, le pancréas amphicrine, la partie endocrine qui se présente sous forme d'amas cellulaire, les îlots de Langerhans, et tout le reste sont les acinis séreux du pancréas exocrine qui est une glande acineuse et séreuse pure. L'acinus séreux pancréatique, il est un peu différent des acinis séreux des glandes salivaires. Tout d'abord, comme les autres acinis, ce sont des cellules pyramidales avec un noyau arrondi et refoulé vers la base, avec des limites cellulaires non visibles, un cytoplasme très granuleux, une lumière très réduite. Les deux différences, c'est tout d'abord l'absence de cellules myopithéliales et la présence au centre de l'acinus de la cellule centro-acineuse. Voilà l'acinus séreux pancréatique. Voilà la même chose. Les îlots de Langerhans qui forment la partie endocrine, les acinis séreux de la partie exocrine, qui est une glande acineuse et séreuse pure. L'arbre excréteur, il est un peu différent de l'acinus séreux par un petit canal qu'on appelle le canal intercalaire, qu'on ne voit pas ici, mais on voit le canal qui vient après, c'est le canal intralobulaire. Il est tapissé par un épithélium cubique simple entouré par du tissu conjonctif. Et on ne l'appelle pas canal strié ici, il n'est pas strié. Dans les autres glandes, on a dit le canal il est strié, parce qu'en microscopie électronique, on voit que dans la partie basale des cellules, il y a des replis de la membrane cellulaire, entre lesquels il y a les mitochondries géants qu'on appelle les bâtonnets d'Eidenhall. Ceci n'existe pas dans le canal intralobulaire du pancréas. C'est un canal tapissé par un épithélium cubique simple, entouré par un manchon du tissu conjonctif, qui vient, bien sûr, après le canal intercalaire, qui est un peu plus court qu'au niveau des glandes salivaires. Voilà, c'est la même chose, les acinis séreux pancréatiques, le canal intralobulaire, tapissé par un épithélium cubique simple, entouré par un manchon du tissu conjonctif. C'est la glande, c'est le pancréas exocrine, qui est une glande acineuse et séreuse pure. Et là, on a le canal interlobulaire. Le canal interlobulaire, au niveau des glandes salivaires, on a vu qu'il devient stratifié. Contrairement au niveau du pancréas exocrine, le canal interlobulaire reste simple. L'épithélium reste simple. Il est prismatique simple. Donc, c'est un élément de différence très important au niveau de l'arbre excréteur. L'épithélium du canal interlobulaire, il est prismatique simple. Et là, on a les acinis séreux du pancréas exocrine, qui est donc une glande acineuse et séreuse pure. Suivante. Ça, c'est la même chose que tout à l'heure. La glande, la glande de Lieberkühn, qui est tubuleuse de droite, avec au fond des glandes la présence des cellules de Paneth. Ici, ce n'est pas très visible, c'est la glande mammaire. La glande mammaire au repos. Pourquoi au repos? Parce que tout d'abord, vous voyez que cette glande, elle est lobulée. Il y a beaucoup de travées conjonctives qui délimitent les lobules. Les tissus conjonctifs, un peu de silence s'il vous plaît. Le tissu conjonctif qui se trouve entre les lobules est un tissu conjonctif dense, non orienté. Et le tissu conjonctif intralobulaire est un tissu conjonctif lâche. Et dans ce tissu conjonctif lâche, on a les amas cellulaires qui correspondent aux alvéoles fermés, puisque la glande mammaire est une glande alvéolaire, mais là, elle est au repos, donc les alvéoles sont fermées, elle se présente sous forme d'amas cellulaires qu'on appelle les bourgeons d'attente. Les bourgeons d'attente. Les bourgeons d'attente. On a un FTP, les bourgeons d'attente.
La glande mammaire, donc ici, elle est en activité. La partie sécrétrice de cette glande se présente sous forme d'alvéole. C'est donc une glande alvéolaire. La glande mammaire est une glande alvéolaire. Ici, on voit qu'elle est en activité, puisque les alvéoles présentent une lumière très large. Et ici, on a la partie apicale qui va partir avec le produit de sécrétion, puisque le mode de sécrétion de cette glande est un mode apocryphe. Voilà, c'est toujours la même chose. L'unité sécrétrice de la glande mammaire, c'est l'alvéole avec les cellules alvéolaires et la partie apicale qui part avec le produit de sécrétion, puisque le mode de sécrétion est un mode apocryphe. Ici, c'est un mésentère étalé. Ce n'est pas une coupe histologique, c'est un mésentère qu'on a pris et qu'on a étalé sur une lame. On l'a coloré. Donc, les mésentères étalés présentent un tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif contient beaucoup de cellules, il contient beaucoup de fibres, et il contient beaucoup de substances fondamentales. C'est pour cela qu'on l'appelle tissu conjonctif lâche. Il n'y a pas une prédominance nette de l'un des constituants. Les fibres qu'on voit ici, tout d'abord les fibres de collagène qui sont colorées en vert, qui se présentent sous forme de faisceaux, qui s'intercroisent, qui ne sont pas anastomosés. Ici, c'est une double coloration à l'orcéine qui a coloré les fibres élastiques qui sont plus fines et qui sont anastomosées. Donc ici, on voit deux sortes de fibres, les fibres de collagène, les fibres élastiques. Pour les cellules, on voit les noyaux de fibroblastes. On voit ici un autre type de cellules mobiles, ce sont les mastocytes. Ce sont des cellules mobiles du tissu conjonctif avec un cytoplasme très granuleux. Les produits de sécrétion, c'est l'histamine et l'héparine. Et là, on a un vaisseau sanguin puisque le tissu conjonctif est bien vascularisé. Et donc, les grands noyaux qui sont clairs, ce sont les noyaux du mésothélium. Ce sont des cellules qui ne font pas partie du tissu conjonctif, puisque c'est un mésentère étalé, et les mésentères, il est tapissé par un mésothélium, un épithélium pavimenteux simple. Et donc, ce sont les noyaux des cellules mésothéliales. Ces cellules ne font pas partie du tissu conjonctif, mais ce qui met le fibroblast ou le mastocyte. C'est clair? C'est toujours le mésentère étalé, et là, on a fait une seule coloration spéciale à l'orcéine, qui va colorer les fibres élastiques. Voilà les fibres élastiques, qui sont fines et anastomosées. Et donc, ce sont les noyaux des fibroblastes. Tout à l'heure, j'ai oublié de parler de la substance fondamentale. C'est la substance fondamentale. Et ces grands noyaux clairs, ce sont les noyaux des cellules mésothéliales, qui ne font pas partie du tissu conjonctif. C'est toujours un tissu conjonctif flash. Une autre coloration spéciale à base d'argent qui va colorer les fibres de réticuline, qui se présentent sous forme de réseaux grillagés. Alors, les noyaux des fibroblastes, la substance fondamentale, et cette coloration ne colore que les fibres de réticuline qui se présentent sous forme de réseaux grillagés. Ça, ce sont les cellules adipeuses. Il y a des cellules fixes et des cellules mobiles. Pour les cellules fixes, il y a les fibroblastes, il y a aussi les cellules adipeuses, reconnaissables grâce à cette grosse vacuole lipidique qui occupe presque la totalité de la cellule.